J'étais parti à Bruxelles, l'île Bruxelles, 30 minutes, j'avais un ami là-bas, et spontanément j'étais parti, effectivement, visiter l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Sur une superbe avenue où vous avez les ambassades, la Commission européenne n'est pas très loin, etc. Et j'y vais et ça se passe super bien. Mais vraiment, je pousse la porte, je prends la première personne qui vient, bonjour. Super feeling avec le lieu, les personnes qui travaillent. Quelqu'un m'invite à boire un café, en plus, donc vraiment, je me dis, on est bien accueillis, on est à Bruxelles, ça se passe très bien. Le lieu a l'air super sympa, je m'étais un peu renseigné avant, des professeurs de grande qualité, et si on le veut bien et si on pousse un peu, avec des perspectives de carrière qui avaient l'air vraiment intéressantes. Donc tout se passe très bien. Je reprends le Thalys de Bruxelles à Lille. Normalement, la conclusion de cette anecdote, ça pourrait dire, bah voilà, là c'était la révélation. C'est la révélation, c'est bon, tu as trouvé ta voie, Erwan, ici. Et entre Bruxelles et Lille, quand j'arrive à la gare Lille-Europe, je descends du train et je sais ce que je vais faire. Et bah c'est tout l'inverse. Je sais que je vais m'inscrire en master en droit public et je vais devenir avocat. Donc c'est 30 minutes de trajet. Ouais. T'ont permis de découvrir... Bah un peu comme on s'est dit tout à l'heure, alors c'est certainement ça, c'est en fait la nécessité d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller voir pour mieux les écarter peut-être. C'est la curiosité finalement. C'est ça. Bienvenue dans le Cheat Code, le podcast qui donne la parole aux avocats qui ont décidé de sortir du cadre, ceux qui entreprennent, qui innovent, qui construisent leur carrière à leur façon. Aujourd'hui, on reçoit Erwan Sellier, tu es avocat au barreau de Lille. Tu nous en diras un peu plus sur tes pratiques, tes matières. Aujourd'hui, tu as quand même développé une solide expérience sur tout ce qui est droit public, spécialité sur tout ce qui est aussi marché public, urbanisme. Erwan, merci d'être avec nous. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, merci à toi de me recevoir. Pour commencer, question très simple, qui es-tu Erwan ? Je suis assez curieux que tu te définisses classiquement avec ce prisme d'avocat, mais aussi en tant qu'homme, qui es-tu ? Donc tu l'as dit, Erwan Sellier, avocat, j'ai 35 ans, je suis originaire de Lille, je suis avocat depuis 10 ans puisque j'ai prêté serment le 12 novembre 2015 à la Cour d'appel de Douai. J'exerce depuis toujours en droit public. D'abord dans un cabinet qui est situé donc à Marc-en-Barœul, qui est juste à côté de Lille, qui est un cabinet à peu près de 40 avocats, donc avec un pôle droit public qui était constitué d'un associé et 2 autres collaborateurs. J'y suis resté pendant 1 an et demi, et après je suis parti à Paris pendant environ 2 ans et demi, 3 ans, où j'ai connu 2 cabinets. Un premier cabinet, pour ne pas le citer, le cabinet Seban, où je suis resté 1 an, et ensuite j'ai rejoint un autre cabinet, un avocat individuel, qui faisait du droit public et surtout du droit des marchés publics. D'accord, ok. D'ailleurs, ce qui est aujourd'hui la matière que j'exerce principalement. Au bout de 2 ans et demi, donc c'était en décembre 2019, je suis rentré sur Lille. Je travaille toujours avec ce cabinet, puisqu'on avait ouvert l'antenne lilloise. Donc cette collaboration, elle a duré un petit peu moins de 7 ans. Et assez récemment, puisqu'il y a un tout petit peu moins d'1 an désormais, je me suis mis à mon compte, donc à Lille, avec un positionnement, alors pour être très concret au tout départ, en droit des marchés publics, urbanisme, fonction publique. Un peu plus large. Un peu plus large, et puis finalement, effectivement, revenant à mes premiers amours et voyant effectivement que finalement la demande sur les contrats publics était présente, eh bien je me recentre désormais depuis quelques mois sur exclusivement ou quasi exclusivement les contrats publics. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné aussi l'envie de devenir avocat ? Est-ce que c'était une vocation qui t'était révélée à tes 6 ans, ou est-ce que c'est plutôt la force des choses qui a fait que tu es devenu justement aujourd'hui avocat ? Et pourquoi aussi le marché public ? Et pourquoi le droit public ? C'est une bonne question. Voilà. Non, je te mentirais si je te disais que c'est une vocation et qu'à 12 ans, j'ai assisté à une injustice qui m'a déchiré le cœur, et donc désormais, et depuis toujours... et du coup, tu fais du marché public suite à cette injustice. Exactement, ce serait pas très cohérent, pas très cohérent dans le narratif. En tout cas, il faudra être assez imaginatif, effectivement. Non, juste après le bac, j'ai fait un bac économique et social, donc l'ancien bac ES. J'avais pas vraiment en tête une idée de métier et de carrière précis. Il me semblait que le droit et la fac de droit, c'est ce qui pouvait me correspondre. Donc, tout simplement, je me suis inscrit en fac de droit en laissant sa chance au produit d'une certaine manière. Et la mayonnaise a pris, mais au fur et à mesure. C'est-à-dire que la première année et la deuxième année, ça me plaisait. Je n'étais pas non plus transcendé par ce que je faisais. Parce que aussi, alors c'est le cas de certaines personnes qui adorent la matière juridique, la technique juridique, etc. Mais ça reste une matière aride, malgré tout.
ce n'est que dans l'exercice après de cette matière, qu'on soit avocat, notaire, magistrat, juriste d'entreprise, etc., qu'effectivement, là, on reprend contact avec le réel, etc. Beaucoup que ça plus devient de intéressant. concret, plus de substance que simplement Bien des... sûr, bien sûr. Même si les facs, je trouve, font un petit effort, et pour certains un gros effort, dans le fait effectivement de rendre les cours et la transmission en fait, de tout ça plus concret. Ok. Quand j'entends aujourd'hui qu'il y a des cliniques juridiques, etc., pour les étudiants, moi je trouve ça super. Ouais, c'est une super initiative pour justement donner un peu plus de concret. Et ça permet aussi de se projeter, j'imagine, un peu plus que simplement être assis pendant des heures en cours magistral ici. Je l'ai vécu une petite année et ça suffit justement à ne pas continuer. Donc je comprends. C'est la sélection naturelle. Exactement. On se retrouve au final autour de cette même table. Ok, donc c'est vraiment la force des choses qui a fait que tu es devenu avocat. Oui, on peut dire ça. En fait, au fur et à mesure, effectivement. Alors, ce dont je me suis assez vite compte, d'une certaine manière, c'était que c'était le droit public qui m'intéressait. Ok. L'action publique et, on va dire, l'architecture invisible derrière tout ça. La mise finalement en musique œuvre, ok, de, effectivement, partir d'un projet et ce qui se passe derrière, etc. Donc ça commence avec le droit constitutionnel en première année, et puis après on décline ça sur le droit public, les services publics, la police administrative, etc. Ça m'a vraiment intéressé pour le coup. J'ai vite compris aussi que le droit commercial et le droit du travail n'étaient pas faits pour moi. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent. Ça élimine déjà aussi une partie de choses. Ce qu'on n'aime pas, ça nous permet de savoir ce qu'on aime un peu plus en tout cas. On peut procéder comme ça, il ne faut pas culpabiliser aussi de fonctionner comme ça. En réalité, moi je suis toujours... alors, sans être admiratif, je suis vraiment ravi pour les gens qui ont cette conviction en eux, voire même cet amour d'une certaine manière, et pour un métier, etc. Parce que là, on déroule d'une certaine manière ces années de droit, on est d'autant plus heureux de faire ça, on se projette, etc. Ouais, bien sûr. Moi, c'est pas que j'étais malheureux, c'est simplement, en fait, j'ai fait mes années, j'ai recentré à chaque fois et j'ai confirmé mon intérêt. À la fin de la 3e année, je vais être encore une fois très transparent, je me suis posé la question d'arrêter de faire du droit pour me recentrer sur quelque chose qui était plus de l'ordre de la science politique, voire du droit européen. Parce que en 3e année, on a des modules de droit de la concurrence et ça m'avait vraiment fasciné. Et c'est une anecdote que j'évoque assez souvent, mais ça rejoint ce qu'on vient de se dire, c'est que j'étais parti à Bruxelles, l'île Bruxelles, 30 minutes, j'avais un ami là-bas, et spontanément j'étais parti effectivement visiter l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Sur une superbe avenue où vous avez les ambassades, la Commission européenne n'est pas très loin, etc. Et j'y vais et ça se passe super bien. Mais vraiment, je pousse la porte, je prends la première personne qui vient. Bonjour. Super feeling avec le lieu, les personnes qui y travaillent. Quelqu'un m'invite à boire un café. En plus, donc vraiment, je me dis, on est bien accueillis, on est à Bruxelles, ça se passe très bien. Le lieu a l'air super sympa. Je m'étais un peu renseigné avant, des professeurs de grande qualité. Et si on le veut bien et si on pousse un peu, avec des perspectives de carrière qui avaient l'air vraiment intéressantes. Le problème, c'est que sur le droit de l'Union européenne, moi, j'étais un peu moins concret sur ce qu'on pouvait faire à la commission, etc. Je vois mon ami, il me dit « Ah, on pourra venir à la maison, ou alors à ce moment-là, voilà. » Donc, tout se passe très bien. Je reprends le Thalys de Bruxelles à Lille, et normalement, la conclusion de cette anecdote, ça pourrait dire « Bah voilà, là, c'était la révélation. » C'est la révélation, c'est bon, tu as trouvé ta voie, Erwan, ici. Et voilà. Et entre Bruxelles et Lille, quand j'arrive à la gare Lille-Europe, je descends du train, et je sais ce que je vais faire. Et ben c'est tout l'inverse. Je sais que je vais m'inscrire en Master 1 de droit public et je vais devenir avocat. Donc c'est 30 minutes de trajet. Ouais. T'ont permis de découvrir finalement ta... Un peu comme on s'est dit tout à l'heure, alors c'est certainement ça, c'est en fait la nécessité d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller voir pour mieux les écarter peut-être. C'est la curiosité finalement. C'est ça. Okay. Alors je m'explique pas pourquoi ça n'a pas forcément confirmé, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ma vision après, elle a été très claire. Et à ce moment-là, à partir du Master 1 et le Master 2, là, je me suis vraiment éclaté. Mais vraiment, hein, je sais pas, pour le coup... C'est plus concret, c'est plus niché comme... il n'y a que les matières que j'aimais, en fait. En plus, avec de super professeurs, pour le coup. Et donc, ensuite, j'ai déroulé Master 1, Master 2, l'examen d'avocat. Et voilà. Alors, pourquoi avocat ? Parce que je me projetais beaucoup plus dans cette matière, et dans ce domaine, et dans ce métier. Et puis, avec la volonté, effectivement, quand même de convaincre, défendre, etc. Et je dois avouer aussi que le côté indépendant, libéral. Tu y pensais déjà à ce moment-là ? Ouais. Okay. Ouais. C'est-à-dire qu'en me disant je vais devenir avocat, je m'étais dit je ne vais pas immédiatement me mettre à mon compte parce que je trouve que c'est un métier extrêmement exigeant, avec une responsabilité civile professionnelle derrière quand même, donc avec des enjeux. Lourd, bien sûr. Et avec un peu de conscience professionnelle, on va dire, pas vraiment envie de jouer avec les intérêts, que ce soit des particuliers, des sociétés ou des collectivités territoriales. Donc je me suis dit je vais me former. Et le jour où le déclic se fera, où l'envie sera trop pressante,
je me mettrais, alors soit à mon compte, mais je laissais la porte ouverte effectivement à peut-être m'associer avec quelqu'un. Mais en réalité, ce qui s'est confirmé, c'est que j'avais envie d'aller au bout de certaines idées que je voulais mettre en place. Et que je suis d'ailleurs en train de mettre en place. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu as ton compte depuis maintenant... Quasi un an. Ouais, quasiment un an. Est-ce que ça se passe comme tu l'avais imaginé ? Pour être honnête, je pense que... Alors, je vais te faire une réponse en 2 temps. Sur le développement de clientèle, ça se passe même mieux que ce que j'avais imaginé. Ça, c'est parce qu'on t'accompagne, Erwan. J'avais même pas fini ma phrase, donc tu me coupes l'air sous le pied, mais c'est Je reprends ma casquette de commercial. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une vraie part de vérité dans ce que tu viens de dire. Mais effectivement, non, ça se passe vraiment mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Pourtant, on peut se dire, marché public, au vu de la clientèle, c'est pas du droit pénal, c'est pas du particulier, ça n'a pas du droit de la famille. On peut se dire que c'est compliqué justement d'aller chercher de la clientèle quand on est seul, quand on va travailler peut-être avec des institutions, avec des structures assez costauds. Justement, c'est un mythe ou c'est vraiment aussi la réalité et il faut justement trouver des stratégies un peu plus ficelées pour aller toucher ces gens-là? En fait, je vais aller à la conclusion et puis après je vais dérouler un peu le raisonnement, mais pour moi finalement c'est pas plus compliqué que de développer sur d'autres domaines. En réalité, il y a une demande, faut qu'elle rencontre une offre. Et en réalité, c'est ça le sujet. Alors, on pourrait se dire, et c'est pas faux, que la demande dans le droit des contrats publics est numériquement, statistiquement moindre qu'en droit de la famille, etc. On passe moins de marchés publics, effectivement, qu'il y a de problématiques de divorce, de partage d'enfants, etc. Bon. Mais malgré tout, il y a quand même une demande, parce que c'est déjà une matière qui est extrêmement technique, avec un contentieux en plus qui est assez mouvant, qui évolue, ce qui en fait aussi la richesse de ce domaine et de la matière. Mais il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande d'accompagnement et qui est double, puisque effectivement, on peut intervenir pour la collectivité territoriale, l'État, etc., des centres hospitaliers, donc côté acheteur, mais on peut aussi intervenir côté entreprise. Okay. Dans, effectivement, l'aide à la réponse à un appel d'offres, marché public, mais aussi la gestion contractuelle qu'il y a derrière. En fait, ce que tu retrouves finalement avec un avocat qui fait du droit des contrats, entre 2 entreprises, etc., tu le retrouves. C'est juste que c'est une entreprise et une collectivité, ou en tout cas une autre institution. Okay. Avec ses spécificités, avec effectivement cette obligation de passer parfois par la procédure de publicité de mise en concurrence, donc à un marché public, ce qu'on appelle en général on parle plus d'appel d'offres, mais en réalité l'appel d'offres est une procédure en tant que telle, mais voilà, il y a des procédures, ce qu'on appelle les procédures adaptées, il y a plein de choses, etc. à mettre en place, il faut les connaître, question de seuil, question de type de marché, etc. Et il y a aussi la possibilité parfois de passer des contrats, ce qu'on appelle des contrats de gré à gré, ça va directement avec une entreprise. Une fois qu'on maîtrise tout ça, effectivement, après... on intervient un peu à la manière d'un avocat en droit des contrats. C'est-à-dire qu'après, on est dans la gestion contractuelle du marché avec ses vicissitudes, ses problèmes de garantie légale, ses problèmes de pénalité, de retard, d'interprétation effectivement de la clause contractuelle ou des clauses contractuelles, etc. Donc, pour répondre et pour revenir à ta question, il y a vraiment une demande. Parce que les entreprises, en fait, ne maîtrisent pas toujours bien. On va dire les entreprises... Ou ne sont pas forcément accompagnées sur ce volet-là spécifiquement par leur avocat, on va dire, de tous les jours. Non, l'avocat de tous les jours de cette société-là, et c'est pas du tout une critique, mais en général, il va gérer effectivement tout ce qu'il voulait, droit des sociétés, gestion de la société en tant que telle. Quand on arrive sur un marché public, en général, c'est une matière, je dirais en règle générale, qu'il ne pratique pas. Donc effectivement, en général, il passe la main. Et nous, on est en relais, on arrive en relais là-dessus. D'ailleurs, sur les dossiers qui me parviennent de temps en temps, c'est pas de la recommandation de confrères, qui d'ailleurs parfois ne me connaissent même pas, qui m'ont trouvé sur Internet. Ok. Donc c'est tes confrères qui vont faire eux leurs recherches pour trouver un partenaire pour aller sur l'accompagnement finalement de votre futur client, enfin le client commun. Ok, ça arrive souvent. Vraiment clair. Je sais que tu as aussi exercé à Paris, tu es monté à Lille un peu plus tard. Il y a une vraie différence entre exercer à Paris et exercer à Lille? C'est la même différence que vivre à Paris et vivre à Lille. Dis-nous en plus. Bon, à mon sens, je crois qu'aujourd'hui on est quoi, 75 000 avocats à peu près en France, un petit peu plus, on est monté à 76-77. Honnêtement, et c'est je pense la force de ce métier, même si je pense que tout indépendant me dirait bah oui c'est la même chose pour nous, mais il y a 77 000 façons d'exercer ce métier. Donc en fait, il y a des différences entre Paris et Lille, mais en fait il y a des différences aussi
à Paris, Mmh. entre un cabinet individuel qui intervient en droit pénal et un cabinet de 200 avocats anglo-saxons qui fait du M&A, pousser la porte dans la même journée, vous C'est avez deux mondes totalement différents. vous rentrez pas dans les mêmes entreprises d'une certaine manière. C'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas du tout la même manière de fonctionner. Et d'ailleurs, l'un n'est pas, en tout cas dans mon propos, l'un n'est pas moins bien que l'autre. Ça C'est juste deux façons, c'est deux façons différentes, d'exercer différentes, complètement, avec des codes différents, avec des clients différents, avec voilà, un monde qui, effectivement, sont différents, tout simplement. Ouais, bah c'est différent. Alors, c'est vrai que les très gros cabinets, sur le plan, on va dire, du nombre d'avocats, de collaborateurs et d'associés, les très, très, très gros cabinets sont à Paris. Donc ça, c'est déjà, si tu me poses la question de la différence entre Paris et Lille, il y a déjà effectivement cette spécificité-là, effectivement. Et il y a, chez certains élèves avocats qui sortent de l'école du barreau, parfois la volonté de plutôt aller dans ces cabinets-là pour se former. C'est pas ni une bonne idée ni une mauvaise idée, c'est qu'on y trouve aussi certaines choses. Donc c'est sûr des process, un accompagnement, mais aussi, et surtout à Paris, une surspécialisation parfois, qui fait qu'on devient extrêmement bon sur un sujet. Après, si on regarde à plus long terme, faut se dire, est-ce que derrière, en mon sens, là, je te livre mon avis, évidemment, je préfère parler à ceux aussi qui vont nous écouter et nous regarder. Ce n'est que ma vision, hein, bien évidemment. C'est la petite astérix que je mets avant de reprendre mon propos, mais je pense qu'on est une profession indépendante. Et donc, il faut regarder quand même toujours à court, moyen, long terme. À court terme, ce cabinet-là va vous apporter, et il faut en parler aussi, une rémunération qui est intéressante, un accompagnement très intéressant et des conditions de travail challengeante, excellente, tu vas bosser sur des dossiers internationaux, complexes, etc. Donc, exactement. Avec des associés qui sont en plus parfois des maîtres en la matière dans leur domaine. Ça, c'est une chose. Dans le plus petit cabinet, on va être sur un côté plus artisanal. J'en parle d'autant plus facilement que c'est mon cas et que j'ai été collaborateur pendant pas mal d'années dans un aussi, ce qu'on pourrait appeler, mais encore une fois, ce n'est que le numérique dans mon propos, un petit cabinet, ça veut dire avec 3-4 avocats finalement. Alors ça a des inconvénients, mais ça a aussi plein d'avantages. Les inconvénients, c'est sûr que ça a les inconvénients et les avantages de l'artisanat. Les inconvénients, c'est effectivement on est dans des conditions parfois matérielles qui sont un tout petit peu moins bonnes. On a moins de fonds documentaires pour travailler. On en a, mais on en a moins. Par contre, ce petit cabinet, c'est pas le cas de tous, mais quand c'est le cas, vous apporte une souplesse aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous avec votre associé, effectivement, pour parler d'un dossier. Il est dans le bureau d'à côté, voilà. Vous avez poussé la porte, il est peut-être un peu plus accessible pour plein de raisons. Exactement. Et en tant que collaborateur, alors j'ai conscience que c'est pas le cas partout, mais c'est peut-être plus le cas en tout cas dans des cabinets avec un avocat individuel ou un petit cabinet, c'est que on va être, on va dire, attrait à certaines décisions, on va être effectivement, on va pouvoir participer à l'élaboration de notre vie, à tous les rendez-vous clients, au choix de la photocopieuse, parce que quand on est indépendant, c'est ça aussi. C'est aussi choisir. C'est la machine à café, c'est l'espresso ou une autre, etc. Et le café, si un matin il n'y en a plus, c'est à vous de le recommander. Il n'y a personne pour le faire. En tout cas, c'est comme ça que ça se construit au départ. Donc ça a ces avantages-là aussi. Moi, je le vois comme un avantage parce que en droit public, on en voit pas mal de recommandés encore. Vous avez des avocats, quand ils n'ont jamais fait un recommandé, c'est presque touchant à voir d'une certaine manière, parce que quand on se retrouve effectivement à son compte, faut aller au bureau de la poste, remplir, etc. Ça fait partie du job aussi. Ça fait partie vraiment intégrante du job. Ouais, tu touches à davantage de choses, mais tu as quand même une flexibilité qui peut être beaucoup plus présente. Et encore une fois, je pense que même pour un cabinet de la même taille, sur le même type d'expertise, le fonctionnement sera encore totalement différent. Et je pense que tu l'as très bien dit, il y a autant d'avocats que de manières d'exercer. Et je pense qu'il y a autant de cabinets qu'il y a de manières et de fonctionnement, en tout cas en interne. Mais c'est vrai que de ce que j'entends aussi avec tes confrères et tes consoeurs, c'est qu'on a quand même une flexibilité qui est un peu plus forte. Mais on n'a pas aussi le côté potentiellement plus... j'ai pas envie de dire le terme prestigieux, puisqu'il peut être interprété d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'en bossant dans des gros cabinets, on est quand même confronté à des clients d'autant plus exigeants, parce que effectivement, les enjeux sont pas du tout les mêmes derrière, même si l'objectif, c'est toujours d'être à 100%, j'imagine bien. Et effectivement, des associés qui peuvent être extrêmement brillants dans leur matière, tout comme on peut avoir des associés ou en tout cas des fondateurs de cabinets à plus petite échelle, à plus petite taille, qui sont aussi tout aussi excellents et qui, pour beaucoup, sont parfois des anciens, justement, associés, conseils, etc., de ces structures-là. Complètement. Donc, finalement, la boucle est souvent bouclée de cette manière-là, Oui. j'ai l'impression. Mais toi, justement, même quand tu t'es lancé, au départ, tu
t'es jamais vu dans un gros cabinet, dans un cabinet avec vraiment une énorme force de frappe et évoluer justement naturellement dans ce type de cabinet? Parce que je le vois beaucoup. J'ai l'impression que sur le marché public, c'est effectivement ce qui se passe. Et notamment quand on sort d'école, c'est OK, je vais essayer d'être dans le cabinet le plus prestigieux possible pour, soit faire mes armes et partir à la fin, soit faire mes armes et évoluer au sein du cabinet. Ouais. Alors, si on recentre sur le domaine dans lequel j'interviens, effectivement, c'est l'apanage de cabinets un peu plus importants. Euh, Moi, je dirais que j'ai la vision qui est la suivante, c'est qu'en fait, comme je te l'ai dit au tout début de notre entretien, c'est que j'ai fait des cabinets individuels, j'ai fait des cabinets, on va dire, de taille intermédiaire, Bien avec sûr. une quarantaine Ouais. d'avocats en région, et je suis allé à Paris dans un cabinet qui comptait une centaine d'avocats. Donc, alors, j'ai pas pratiqué de cabinet anglo-saxon et américain, donc c'est la seule limite, effectivement, dans mon propos, mais effectivement, j'ai vu, on va dire, 3 grandes strates. C'est déjà un beau référentiel. Voilà. Et en fait, encore une fois, alors c'est pas pour avoir un propos un peu d'eau tiède, on va dire, entre guillemets, mais encore une fois, il y a les avantages et les inconvénients partout. Ta question, c'est effectivement, c'était de savoir est-ce que je me projetais dans un de ces cabinets intermédiaires ou un plus grand cabinet, etc. Je l'ai fait, j'y suis allé. Ça ne me correspondait pas forcément. Ok. Ça me correspondait pas forcément. Je pense que ce qui me correspond un peu plus, c'est ce que j'ai connu ensuite avec effectivement dans un cabinet individuel où je me sentais peut-être, on peut le dire, un peu plus libre dans ma manière effectivement d'exercer. C'est pas forcément que j'ai été bridé dans les autres cabinets, mais effectivement, ça te convient mieux, tout simplement. Ouais, ça me convenait mieux. Il y avait un certain nombre de process peut-être sur lequel j'ai même pas voulu en fait m'y mettre d'une certaine manière. C'est pas que je suis un mauvais garçon, c'est que c'est des choses que je comprenais peut-être moins, que j'avais envie de moins mettre en œuvre. Je fais cette autocritique d'ailleurs depuis après quelques années, hein, d'une certaine manière, mais je sentais bien que ça me correspondait beaucoup moins. Et encore une fois, systématiquement dans tous les cabinets où j'ai travaillé, alors c'était pas quelque chose que j'avais quotidiennement en tête. C'est pas quelque chose, ça m'empêchait pas de dormir. Mais malgré tout, je me disais toujours, bon, aujourd'hui tu es ici, mais c'est une profession libérale, c'est une profession indépendante. Tu vas pas rester collaborateur toute ta vie, puisque je me voyais pas de toute façon faire ma vie à Paris. À Paris, c'est peut-être dans de très gros cabinets, ça peut être quelque chose qui peut être envisageable. C'est intéressant. Ouais. Moi, je savais que ce serait pas le cas. Donc, de deux choses l'une, je savais qu'à terme, soit j'allais me mettre à mon compte, soit j'allais peut-être quitter la profession. Ok. Ça pouvait être. T'avais envisagé en tout cas cette solution. Ça pouvait être une option. C'est pas l'option qui me séduisait le plus. Mais elle était en tout cas dans un coin de ta tête en disant si jamais il y a cette option-là qui est faisable, au moins tu peux t'y préparer si jamais effectivement ça tend à ça. Ah bah clairement, je m'étais dit bon, je vais pas rester collaborateur encore pendant des années. Et parce que j'en avais même pas envie. Donc soit je mettais, parce que je commençais à avoir quelques idées dans ma manière de vouloir exercer cette profession, etc. Soit je le mettais en place et je trouvais, on va dire, le bon moment, même si en réalité il n'y a pas vraiment tout à fait de bon moment. Si tu attends que les planètes s'alignent, tu peux attendre très longtemps. C'est une tarte à la crème, mais qui est vrai. Pour le coup, il n'y a jamais de très bon moment. Et ça, c'est applicable et déclinable sur plein de choses de la vie. Je pense que c'est le propos qui ressort le plus de tous les invités qui ont lancé leur pratique, enfin leur cabinet, etc. C'est qu'il n'y a pas de bon moment, mais il y a souvent un déclic, justement. Toi, tu l'as eu ce déclic-là, il y a eu un élément déclencheur qui t'a dit « Ok, c'est le moment, il faut que je me lance parce que les planètes ne sont peut-être pas totalement alignées, mais si on regarde un petit peu, elles sont quand même un petit peu alignées. » D'une certaine manière, oui. Alors, c'est pas. Moi, j'ai pas quitté une collaboration en claquant la porte. Ce qui se fait parfois. Et pour parfois de très bonnes raisons. Mais moi, c'était pas le cas. Je suis encore en très bon terme avec la personne avec qui je ne travaille plus aujourd'hui. Et ça s'est fait de manière très fluide. Donc ça, là-dessus, ça n'a pas été une volonté tout à fait libératrice. Mais malgré tout... C'était pas binaire. C'était pas... Non, voilà, non. C'est pas sur un coup de tête ou sur un coup de « j'en peux plus, il faut absolument que je sorte d'ici, laissez-moi sortir, que je puisse vivre, etc. Et m'exprimer. » C'était pas du tout ça. Ceci d'autant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce cabinet-là, j'avais quand même une certaine liberté qui m'était laissée dans le traitement des dossiers, dans l'accès aux clients, dans la gestion même en tant que telle du cabinet. Finalement, dans les derniers mois, etc., grâce effectivement à l'avocat pour qui je travaillais, ça a presque été, je ne vais pas dire un laboratoire, parce que je n'avais pas non plus le doigt sur le bouton pour effectivement... Ça restait formateur. Mais c'était extrêmement formateur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand je me suis mis à mon compte, j'étais pas démuni. Je me suis pas retrouvé en me disant, bon, alors... Voilà un cabinet, comment ça marche ? Faut faire quoi ? Bon, voilà.
Ceci d'autant que je trouve que dans notre profession, dès lors que, comme on est en collaboration libérale, on est déjà indépendant, ça enlève toute une part effectivement de démarches administratives qu'il faut faire pour voilà. Donc c'est vrai qu'on y vient très vite. On est déjà sur une rampe de lancement d'une certaine manière. Pour revenir sur ta question, en fait l'élément, je pense, qui m'a poussé à quitter ma collaboration et me mettre à mon compte, en fait c'est tout un tas d'idées que j'avais envie de mettre en place. Et à un moment donné, j'avais déjà mis un certain nombre d'idées que j'avais proposées effectivement à l'avocat avec qui je travaillais. Et malgré tout, il y a un moment donné, je me suis dit, tiens, il ne veut pas mettre en place un certain nombre de choses. Et je le comprenais et je le respectais parfaitement. C'était pas son envie. Il avait peut-être pas envie de bouger comme ça, d'aller dans telle direction. Bon, je me suis dit, soit je reste un petit peu frustré de ne pas faire ce que je pense être intéressant. Pas dire intelligent, mais au moins intéressant de mettre en place. Eh ben, fais-le toi-même en fait. Okay. Fais-le pour toi, fais-le toi-même, tente. Et toujours dans cette idée de dire, allez, on fait le maximum, keep pushing, on va dire entre guillemets, on y va à fond. Ça marche, c'est formidable. Et là, la fusée décolle. Si la fusée reste sur le pas de tir, bon, bah, faudra en tirer toutes les conséquences. Mais il s'avère que ça la fusée a décollé. Après, dans tous les cas, il suffit juste de... Je vulgarise un peu le propos, mais de retrouver une collaboration, on peut quand même facilement rebondir. J'ai l'impression, quand j'entends effectivement certaines de tes consoeurs, certains de tes confrères qui en parlent, il y a un risque, évidemment. On se lance, on quitte une collaboration qui peut être assez intéressante, ça peut faire un trou dans le CV, ça peut montrer une image d'échec et autres. Mais j'ai quand même l'impression que beaucoup arrivent à rebondir derrière. Je dis pas que c'est facile, mais ils arrivent à rebondir en tout cas quand ils se lancent et qu'ils voient que finalement, c'est pas comme ils l'imaginaient, parce qu'encore une fois, ils ont testé. Sûr. Et c'est, je pense, une image où la curiosité doit être très forte. C'est-à-dire que tu as testé, et toi, ça se fait naturellement. J'ai l'impression que, justement, la rampe de lancement était déjà prête depuis pas mal de temps, et tu as décollé parce que, en fait, il y avait la possibilité de décoller. Justement, quand tu as annoncé que tu te lançais, est-ce que... on accueille ça avec vraiment enthousiasme, ou est-ce qu'on t'a plutôt dit attention, ça va être compliqué, fais attention à ça. Enfin, comment tes pairs ont vu la chose, comment ils t'ont conseillé? Est-ce que c'était plutôt positif, négatif? Plutôt positif. Ouais. Plutôt positif. C'était plutôt des mots d'encouragement, pour quasi exclusivement des mots d'encouragement. Même quand je l'ai annoncé autour de moi à certains confrères, ou que je l'ai annoncé d'ailleurs sur les réseaux, ça a été que des mots d'encouragement. Alors je vais mettre les réseaux de côté, parce qu'en général, personne ne va mettre un commentaire en disant aïe aïe aïe, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça, on risque de passer techniquement pour celui qui est un petit peu un rabat-joie. Donc, mais pour être plus concret sur ceux qui m'entouraient, etc., et les confrères que je connais bien sur l'île et encore sur Paris, non, ça a été plutôt bien accueilli. Ça a été plutôt bien accueilli. Et en plus de ça, je pense que comme j'en avais un petit peu parlé en fait autour de moi, je pense que finalement les gens n'ont pas été tout à fait surpris. Non, les gens n'ont pas été tout à fait surpris que je me mette finalement à mon compte. Et puis voilà, après... alors, tu as dit tout à l'heure, effectivement, que finalement, sur le pas de tir, c'était déjà... j'étais déjà prêt. Je dirais que j'ai mis à peu près tout en place pour que le jour, effectivement, on va presque dire juridiquement, je sois officiellement à mon compte, les choses soient prêtes avec, concrètement, un site internet, un bureau, tout était prêt, la photo, voilà, tout était prêt. Mais tu avais la machine à café. En revanche, et j'avais la machine à café et les capsules qui vont avec. Mais en revanche, pour être parfaitement honnête, je suis parti de ma collaboration, j'avais un tout petit fonds de clientèle. Mais vraiment un tout petit fonds de clientèle. Certainement pas de quoi me faire vivre. Il fallait le faire fructifier, il fallait travailler, etc. Donc j'avais pas non plus tant bossé le développement de clientèle que ça. J'avais commencé à mettre des choses en place. Il y avait déjà des entreprises et 2-3 collectivités qui me suivaient. Mais comme c'était des collectivités qui n'avaient pas un besoin hyper récurrent et des entreprises qui n'avaient pas un besoin hyper récurrent, voilà, gérer un dossier, je savais le faire. J'en avais traité plusieurs dizaines, mais c'était pas... J'avais vraiment un tout petit fonds de clientèle pour le coup. Et donc c'est le premier mois et le deuxième mois qu'il a fallu vraiment y aller à fond. T'as eu des moments de doute? Oui, franchement, je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas eu des moments de doute. Je pense que dans les premières semaines, alors ça n'a pas duré longtemps. J'ai de la chance. J'ai pas été confronté effectivement pendant des semaines à un téléphone qui ne sonne pas. Et ça, boîte mail vide. C'est ça. Ouais. Parce que tant qu'il sonne, c'est bon. Après, c'est pas un coup de fil, un client. Ce serait magique. Ce serait magique. Même si parfois ça peut arriver. Il y a des périodes comme ça où tout c'est très fluide, etc. Il y a des périodes où ça l'est un peu moins. Mais tant que ça sonne, ça veut dire qu'on nous trouve. Ça veut dire que c'est bon là.
la boutique, le rideau est levé et on est visible d'une certaine manière. Donc ça veut dire que c'est bon, on se rend disponible. Après, il y a toujours, et je pense tout au long de la carrière, des choses à ajuster dans ce qu'on propose, ce qu'on fait, des axes d'amélioration, des axes même de rationalisation de la gestion du cabinet, mais même en termes de développement clientèle, etc. Bien évidemment. Tu apprends aussi le métier de chef d'entreprise Bien en sûr. parallèle. Donc Bien je sûr. pense que ça t'aide. Mais tu as mis des choses en place sur ces moments de doute. Est-ce que tu t'es dit, OK, il me faut quand même un plan d'action. Tu parlais par exemple d'être visible, etc. Euh, tu t'es donné un plan de bataille par rapport à ça, ou même des objectifs à atteindre. Comment tu as formalisé un peu ces premiers mois finalement? Juste avant de me mettre à mon compte, j'ai fait essentiellement, je dirais, alors, pas que ça, mais 2 choses. La première, c'est business model Canva. OK, classique. Truc tout bête, mais qui, en fait, malgré tout, parfois certains le dénigrent en disant, bah oui, c'est pas... Mais en fait, si on le fait bien et si on s'y attarde un petit peu, ça permet finalement de clarifier et de mettre sur le papier, parfois ce qu'on sait déjà, hein, mais c'est jamais inutile de le dire et de se rendre compte qu'effectivement, c'est bien ça, c'est bien cette matière, ce type de client et cette manière-là, ce canal d'acquisition de clients qui peut marcher, ou ces canaux d'acquisition. Donc une fois qu'on le sait, effectivement, alors de là à dire plan de bataille, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y avait step 1, 2, 3, etc. Et Avec un voilà. chiffre d'affaires à atteindre C'est- toutes les nouvelles semaines, ouais. X nouveaux clients à Non, non, non. récupérer. Mais par contre, il y a un certain nombre de grands principes et un certain nombre d'actions à mettre en place. Et parfois, des lignes de pêche qu'on lance et on voit si effectivement ça marche ou pas. Alors, c'est quoi? C'est effectivement ce business model Canva qui m'a permis de me dire, OK, je vais me positionner sur ça. Le type de client auquel je peux parler en tant qu'avocat individuel. Mais tu as bien pris en compte le fait que tu n'étais pas une structure avec 200 avocats et que tu n'allais pas adresser Exactement. le même message, et tu n'auras pas la même autorité, la même posture qu'un grand cabinet parisien qui peut faire la même chose que toi. Exactement, mais même sur l'île, il y a des cabinets qui sont des gros cabinets qui sont soit l'émanation de gros cabinets parisiens, soit des cabinets qui sont partout en région, pour ne pas les citer, Mignon Le Bray, Fidal, etc. Moi, je vais pas te dire aujourd'hui, moi, dans 10 ans, je les concurrence, c'est sûr. Et je vais me structurer comme ça. Mais malgré tout, j'ai des éléments différenciants qui me permettent de me positionner sur des dossiers qui sont, à mes yeux, on va dire, d'intérêt et de valeur tout à fait égales. Parce que, encore une fois, bien évidemment, ils ont une force de frappe extraordinaire. Et honnêtement, je dirais même que si on regarde le marché des avocats en France et en Europe, on a la chance d'avoir des gros cabinets comme ça structurés, effectivement, et de ne pas avoir que désormais des cabinets anglo-saxons et américains sur la place, notamment parisienne et ailleurs. C'est très bien d'avoir encore des cabinets français bien structurés, etc. Donc ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, de mon côté, je fais mon petit bonhomme de chemin. Ouais, c'est une question d'offre et demande. Exactement. Si effectivement, il y a de la demande pour un accompagnement comme toi tu proposes, autant le saisir. Effectivement, je pense que tu accompagnes différemment tes clients qu'un cabinet que tu cites ou que tu évoques. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, il peut peut-être davantage s'y retrouver en bossant avec un indépendant comme toi. Donc, disons que quand on est indépendant, en plus moi, donc ça fait à peu près 1 an que je suis à mon compte, il est clair que je suis à la fois l'avocat référent de son dossier, mais c'est moi qui le pilote, c'est moi qui le va avoir au téléphone, c'est moi qui vais lui répondre sur l'ensemble des momentum du projet, c'est par toi email. qui es le référent. Ouais, et à mon sens, quand on est avocat individuel ou avec 2-3 collaborateurs, etc., la force qu'on peut avoir, c'est justement la souplesse, ne pas être corseté effectivement dans des manières de faire, des process, etc., qui ralentissent en fait toute une chaîne de décisions, etc., et parfois de rapidité, de force de frappe. Je pense qu'effectivement, un individuel aujourd'hui, évidemment, il ne va pas toucher certains clients. Mais c'est évident. Par contre, il y a un certain nombre de clients qui vont venir à lui, parce que quand il va se rendre compte qu'effectivement, son mail ne reste pas ghosté pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et que en fait, il y a des réponses de plusieurs personnes différentes, en se posant la question à un moment donné, mais est-ce que mon dossier il est suivi par la même personne, ou effectivement ce dossier il se balade entre les tâches 4, les tâches 3, les tâches 7, etc. La tâche, ouais. C'est ça. Et donc effectivement se dire ok, j'ai établi un lien de confiance entre avocat-client, ce qui est essentiel, parce que malgré tout on structure désormais nos cabinets comme des entreprises, parce que nous sommes des entreprises, entrepreneur, mais voilà, à part entière. Mais malgré tout, on est sur une profession qui a cette spécificité, avec un lien qu'on dit intuitu personnel, et j'écoute ce qui se dit, etc. Et la profession d'avocat, parfois, on vient dire, mais non, finalement, on est des prestataires de services comme tout le monde, etc.
nous sommes des entreprises, oui. On a juste une petite spécificité je pense qu'il ne faut pas perdre et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand même, on est sur un domaine avec un lien de confiance, mais extraordinaire, et qu'il faut tisser, qu'on met du temps à tisser, et comme tout lien de confiance peut se rompre quand même assez rapidement. Pourquoi ? J'apprends rien à personne, c'est qu'il y a des dossiers, chaque dossier, pour chaque entreprise, chaque personne, c'est le dossier parfois de leur vie, avec des enjeux extrêmement importants. Il faut un minimum de confiance, effectivement, parce qu'on est finalement le récipiendaire de leur vie, d'un moment difficile, avec qui ils ne parlent parfois pas du tout de certaines choses. Là, j'extrapole sur d'autres matières que sur les mêmes. Oui, mais de manière générale, en tout cas, c'est très juste. Mais pour recentrer sur les marchés publics, moi, j'ai une entreprise actuellement qui rencontre des difficultés sur plusieurs chantiers. C'est un moment qui est très difficile parce que problème de recrutement, problème de chefs de chantier qui sont partis, etc. Moi, j'ai vraiment tissé un lien de confiance avec lui. On est très transparent l'un vers l'autre, etc. Et en fait, je sais qu'il a besoin de beaucoup de réactivité parce que c'est quelqu'un qui va aussi sur les chantiers. Et ça, en fait, je l'ai compris. Donc, je sais à quelle heure, effectivement, je peux le contacter. Je sais quel canal, désormais, il faut utiliser et que ça ne sert à rien de l'appeler 10 fois dans la journée. S'il ne répond pas, c'est que ça va être par mail, avec la bonne personne en copie, etc. Mais en fait, ça peut paraître bête, mais c'est hyper important. Parce que si vous avez compris ça... Tu personnalises la relation et tu n'as pas un process qui est de se dire, attends, si je dois échanger avec le client, il y a un mail qui doit partir, et c'est uniquement par le canal là, ou X... il va me répondre, et c'est comme ça que on fluidifie au moins à minima la communication. Et ce client-là... C'est de l'intelligence commerciale, finalement. Ou même... commerciale et humaine, relationnelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais... Oui, parce que je pense que notre rôle d'avocat aujourd'hui, il a évolué un petit peu avec le temps. Il a évolué avec la société, en somme, et que je pense pouvoir dire à peu près de manière certaine aujourd'hui que, évidemment, l'avocat, mais il n'y a plus aucun avocat qui fait ça, mais on ne peut plus rester dans la posture simplement de l'avocat. Mais je pense que tout le monde l'a compris pour le coup. C'est qu'effectivement, il faut qu'on comprenne de manière extrêmement précise ce dont a besoin un client. Globalement, si je reviens, parce que il aura échappé à personne qui nous regarde et qui nous écoute, que vous faites des sites internet. Aujourd'hui, si on fait sur un site internet, vous dites je fais du droit bancaire, du droit de l'immobilier, etc., sans expliciter ce que ça veut dire. Ça va pas forcément parler à beaucoup de monde. Tu prends pas les problématiques de ton client. C'est ça. C'est juste une énumération de domaines d'intervention. Et ton client, lui, veut être capable de comprendre. En tout cas, on voit que c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. De comprendre en l'espace de 10 secondes comment tu vas l'aider à mieux dormir la nuit. C'est limite ça, l'intérêt du site internet. Et tu le vois très bien. Pour revenir un peu sur le cabinet, sur le début, ça va faire 1 an, tu vas bientôt fêter les 1 an de tout ça. Il y a des erreurs que tu as pu faire au démarrage ou même encore, et sur lesquelles tu dis ok, c'est naturel ou c'est peut-être moi qui ai mal fait les choses. Est-ce que tu as pu en tout cas les identifier pour potentiellement les avocats qui nous écoutent et qui vont peut-être suivre un parcours comme le tien? Non, j'ai tout bien fait. Non. Hormis nous contacter plus tôt, mais ça c'est un autre débat. Non, l'erreur, je pense, mais c'est difficile d'anticiper ça. C'est pour ça que c'est une erreur de ma part, mais on apprend et on corrige, c'est l'important. C'est effectivement de s'être au tout début laissé un peu submerger par ce flot d'appels, de mails, etc. Et dès lors qu'en fait je suis arrivé à un moment donné à une masse critique, dans ma charge mentale quotidienne en fait, à un moment donné je me suis retrouvé peut-être pendant un mois et demi, un peu en difficulté par rapport à ça. Enfin, je dirais pas jusqu'en difficulté parce que tout était traité, mais ça veut dire que ça me coûtait énormément sur le plan physique, sur le plan mental, etc. Heureusement, je suis bien accompagné dans la vie grâce à ma femme, etc., qui m'a quand même signalé à un moment donné, parce que c'est une ancienne avocate, et qui m'a signalé quand même qu'à un moment donné, elle percevait chez moi le fait que les fins de journée étaient quand même c'était assez sportif, étaient quand même lourdes et qu'il y avait une certaine fatigue qui commençait à arriver. Bon, c'est bon signe, ça veut dire que ça tourne, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir un peu réformer et commencer à faire bouger le cabinet. Du coup, question d'organisation. Question d'organisation. Alors, je vais être très concret. Standard téléphonique. Ok. Voilà. Là, je ne peux pas être plus concret que ça. C'était quoi? C'était ton numéro de téléphone? C'était ta ligne directe? Ouais, on t'appelait dès que tu avais un problème? C'est ça. En fait, j'avais un numéro pro, un numéro perso. Mon numéro pro, parfois, c'était délirant sur certaines journées. Alors, parfois, c'était plus calme. Mais il y a des journées où je me faisais une petite to-do list le matin en me disant, bon, alors, ça, faut le faire. Ça, il y a un délai. Et ça, faut que je réponde à tel mail ou que je formalise telle convention d'honoraires, etc. Moi,
J'avais bien conscience qu'il ne fallait pas que je fasse des listes à rallonge parce que finalement, il n'y a rien de plus frustrant. Et là, ça commence à être difficile, même psychologiquement, quand on se dit en fait, je suis incapable de faire des listes. Bah, parfois, il faut juste la réduire un tout petit peu et baisser. Parfois, quand on est très exigeant avec soi-même, c'est bien, mais il faut parfois savoir, certains jours, juste baisser un petit peu la molette. C'est le conseil que je peux donner, vraiment très concret. C'est que parfois, effectivement, quand on est très exigeant avec soi, faut juste quelques jours dans l'année juste se lâcher un tout petit peu la grappe. Et de la même manière, moi j'étais au début heureux être en direct avec les clients qui pouvaient m'appeler parce qu'en fait je captais tout de suite l'appel et donc on échangeait sur un dossier et devis client, super, et c'est très rassurant pour soi en se disant voilà. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, non, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'en fait, désormais, ça veut dire que toute la journée, je vais répondre au téléphone et je vais travailler en fait très tôt le matin et très tard le soir. Sauf que il s'avère que j'ai une vie de famille. Donc, à un moment donné, donc en fait, le standard téléphonique a mis, certes, un filtre, une petite distance, mais en réalité, et je rassure ceux qui nous écoutent, je rappelle en fait assez rapidement. Mais désormais, quand t'as le temps. je rappelle au moment donné où j'en ai envie, où j'ai fini ma tâche. Pas quand tu es sur un dossier, c'est pas quand tu es entre deux rendez-vous, où tu dois courir à droite et à gauche. Ouais, c'est ça. Donc, ok. Et puis on le sait aujourd'hui que, mais ça vaut pour ceux qui sont en entreprise, comme ceux qui travaillent tout seuls, c'est applicable à tout. Quelqu'un qui vient vous interrompre, c'est pas 7 minutes de votre temps qui vous prend. C'est que vous allez mettre, je crois, en moyenne 21, 23 minutes à vous remettre en concentration. Si tant est que vous ayez derrière 21 ou 23 minutes pour vous reconcentrer, parce que vous pouvez être... Et ça, c'est très vrai. Et on est quand même sur un métier, c'est de la prestation intellectuelle. Donc à un moment donné, oui, on est dans l'action, dans la plaidoirie, en expertise, dans la formalisation de choses administratives, etc. Mais on a besoin, c'est évident, de temps, effectivement, de concentration, qui peut être de 1 heure, 2 heures, voire même une demi-journée, pour sortir une consultation, faire des recherches, comparer, aller lire, etc. C'est d'ailleurs moi ce que j'adore dans le droit public, alors qui peut être parfois un peu épuisant aussi, mais c'est que c'est une matière qui est à la fois jurisprudentielle, doctrinale et dans les codes, etc. Et en réalité, ça peut paraître pour beaucoup de monde très aride, je le dis et je défends mon précaré, c'est que c'est pas du tout une matière aride, en tout cas elle n'est certainement pas plus aride que d'autres matières. Alors c'est sûr, parfois dans certains dossiers il y a un peu moins d'humain, ça c'est pas tout à fait faux, même si j'aurais un avocat fiscaliste à côté de moi qui me dirait mais honnêtement, de l'humain, j'en fais quasiment tous les jours. Je peux vous dire, quand quelqu'un prend un contrôle fiscal ou quand un chef d'entreprise arrive et qu'il a un inspecteur des finances publiques qui arrive demain matin pour auditer, la charge émotionnelle que ça crée, vous faites de l'humain. Mais évidemment, je ne mets pas ça sur le même pied avec quelqu'un qui est effectivement dans le box des accusés qui peut prendre 20 ans. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, mais malgré tout, de l'humain, il y en a aussi. Et c'est une matière. toujours les enjeux, dans tous les cas derrière. De toute façon, tant que l'IA et les robots ne géreront pas les entreprises, une entreprise, ça reste une personne morale. Derrière, il y a forcément des humains. C'est comme les collectivités territoriales. Je traite avec des humains, effectivement. J'avais la première associée avec qui je travaillais. À un moment donné, je parlais beaucoup, on parlait de dossiers de collectivité. Je dis, il faudra l'appeler, etc. Elle me dit, mais t'as déjà déjeuné, toi, avec une personne morale? T'as déjà déjeuné avec une collectivité? Bah non, en fait, on travaille avec des agents et des élus qui sont derrière. Donc, il faut que tu t'en tiennes compte. Il y a les bouquins, puis après, il y a la réalité. Il y a la réalité. Très clair, très clair. J'entends souvent que créer son cabinet, être à son compte, c'est aussi un signe de liberté. Est-ce que tu te sens plus libre, justement, dans ta manière d'exercer? Et est-ce que aussi ta manière d'exercer a évolué depuis que tu es à ton compte? Réponse, oui et oui. Libre... Oui, libre de pouvoir, encore une fois, c'est très satisfaisant, je trouve, de pouvoir mettre en place des idées qu'on peut avoir. Aller jusqu'au bout, finalement. Exactement, de ces idées, de ça. Ça, je pense que même humainement, ça transcende de notre métier. C'est que même quand vous êtes salarié, quand vous avez la joie et la liberté de pouvoir faire à un moment donné, mener un projet, c'est ça qui est intéressant. Okay. Et en tant qu'avocat, je trouve qu'en tant qu'indépendant, comme je disais tout à l'heure, il y a 77 000 avocats et 77 000 manières d'exercer. C'est vraiment une conviction profonde que j'ai. Moi, je ne fais rien en mimétisme par rapport à un autre, même si je fais pas beaucoup de choses beaucoup plus différentes qu'un autre, en réalité. Et tu le fais quand même à ta façon. Mais je le fais à ma façon. Je le fais avec ma manière de penser, avec ma manière d'être, etc. Donc ça, oui, cette notion-là de liberté, elle est forte. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, bien évidemment que derrière, il faut faire tourner la marmite. Donc évidemment, ça... vous n'avez pas la rétrocession qui arrive à la fin du mois. Vous n'avez pas un salaire. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut revenir, effectivement. Il faut essayer de construire un modèle qui est moins dépendant du jour par jour et mois par mois. Moi, c'est mon enjeu du moment. C'est une société classique, finalement. Enfin, tu es un chef d'entreprise, tu as besoin de visibilité sur ta trésorerie future, sur ce que tu vas rentrer comme dossier, etc.
Justement, nous, on t'accompagne sur certains sujets. On a mis en place, par exemple, des campagnes publicitaires sur Google, etc. Aujourd'hui, toi, tu as vu un impact réel sur ton chiffre d'affaires, sur le nombre de clients si tu peux nous en dire un peu plus pour faire un peu une petite promotion de Bourama et nos jolis services. Oui, oui, l'impact, il est très important. Il est très important. Moi, mon canal d'acquisition principal, pour être encore une fois très transparent, mon canal d'acquisition principal de clients, c'est le site. Ok. C'est le site. Je vais être transparent. D'ailleurs, mes clients, c'est la spécificité actuellement de mon cabinet, et je pense qu'il ne va pas se démentir dans les semaines, mois et années à venir, c'est que ma clientèle, elle est partout en France, et pas vraiment dans les Hauts-de-France, pour le coup. Ok. Il y en a. Et je suis très content quand j'ai une entreprise ou une collectivité qui me... Une proximité. ma coin, comme on dit chez nous. Donc, oui, voilà, il y a un petit côté proximité, mais en fait, j'ai des clients dans l'Est, dans l'Ouest, au Sud-Est, Sud-Ouest, dans le centre de la France, etc. Actuellement, je travaille pour une collectivité qui est dans le département de la Haute-Loire, donc qui est à côté de Puy-en-Velay. Donc, quand même. Et eux, ça les freine pas de bosser avec un avocat qui est à l'autre bout de la France Eh ben non. Ok. Eh ben non. Je pense que parfois certains ne m'appellent pas justement parce que je suis à Lille. Donc c'est-à-dire que ça, moi je vois la phase évidemment immergée de l'iceberg, ceux qui me contactent. Et honnêtement, je crois qu'il y a une entreprise qui m'a dit, parfois ils me posent la question, ils me disent, mais en fait c'est assez drôle de voir comment ils fonctionnent. Eux, ça leur pose pas de problème. Ils me posent plutôt la question de savoir si moi, ça me pose problème que eux soient à 200, 300, 500, 600, 700 km. Bon, je comprends l'idée, parce qu'en me demandant si pour moi c'est compliqué, ils veulent savoir si leur dossier va en pâtir, Ouais. etc. Alors, moi, c'est juste que en droit public, de manière générale, on est sur un domaine qui est particulier, c'est que nous n'avons pas de règle de postulation déjà. Donc, pour tout ce qui est contentieux, là, actuellement, j'ai des dossiers à Marseille, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, etc. Il n'y a aucun problème de ça. Le seul souci, c'est de te déplacer, hein, pour le coup. Mais si on n'a pas d'aversion pour le train, pour l'avion ou pour la voiture, ça pose pas de problème. Donc, non, je dirais, en tout cas, moi, de la clientèle que j'ai actuellement, ça ne leur pose aucun problème. Et d'ailleurs, dans la gestion des dossiers, etc., je n'ai jamais identifié le fait d'être à distance comme étant un problème. Pour ce client qui est en Auvergne, pour être très honnête, on va faire des journées d'expertise. D'accord. Vraisemblablement d'ici plutôt quelques mois, on va dire. Et ben c'est tout. En fait, je vais me déplacer. Ça fait partie du métier. Bah, ça fait partie. Sinon, Ouais. tu as conscience en prenant le dossier que dans tous les cas, voilà. Sinon, c'est moi qui le refuse en fait. Là, je dis non, j'arrête. Je pense que ce serait mieux effectivement. Alors, mais dans la mesure où moi, ça me pose pas de problème et que en toute transparence, je leur dis bah voilà, voilà la convention d'honoraires, voilà ce que ça pourra coûter aussi en fin de déplacement, etc. Si le client est OK, moi en tout cas, je le suis. C'est parce que véritablement, moi, j'ai aucune aversion au fait de me déplacer. Ayant été à Paris. Aussi, j'ai été habitué à aller aux quatre coins de la France, etc. Et même en rentrant à Lille, on avait des boîtes qui faisaient des recours un peu partout en France, etc. Donc, moi, j'ai aucune aversion par rapport à ça. Et est-ce que, un peu dans la même lignée, est-ce que des gens te contactent, voient que tu es à Lille et du coup se disent ah non, en fait, moi, je veux un cabinet parisien, je veux bosser avec justement. Bah, ils me contactent pas. Ouais. En fait, je le sais pas. Je pense que ça existe, mais j'ai jamais été confronté à quelqu'un qui m'appelle et qui me dit ah en fait, j'avais pas vu, désolé, mais en fait, vous êtes sur Lille. Écoutez, vous êtes gentil, mais ça fait un peu avocat de province. Je pense pas que vous avez les reins assez solides pour effectivement porter ce dossier. Ouais. D'où l'intérêt finalement d'avoir une vitrine qui est correcte, qui est juste et qui amène en fait tous les éléments de réassurance en amont. Oui. Moi, j'apporte une importance particulière, et je pense pas que, en tout cas en ce qui me concerne, moi, dans ma manière de développer actuellement le cabinet, j'apporte un soin assez particulier, effectivement, à avoir un site qui représente ce que je fais, ce que je suis. D'ailleurs, actuellement, on travaille effectivement sur la manière de bien présenter effectivement ce que je fais, ce que je peux proposer effectivement à des entreprises, à des collectivités, etc. Il y a tout un volet formation que je veux mettre en place. Il y a plein de choses aussi que je veux développer sur ce site-là. Encore une fois, parce que c'est un de mes canaux, on va dire, privilégiés d'acquisition client. Donc, mais pour revenir sur ta question, oui, je pense qu'effectivement, il faut avoir une belle vitrine parce que c'est un élément, je pense, de réassurance
pour le client. À l'instar du fait qu'on dit souvent qu'on a 10 secondes, je crois, pour faire bonne impression, Ouais, même c'est moins, un plus peu ou moins moins, ça. je crois. Ouais, c'est 7 secondes, je crois. 7 secondes, je pense, quand on rentre dans une pièce, qu'on s'assoit autour d'une table, la manière dont on est, la manière dont on se comporte, sans même qu'on ait dit La ne serait-ce posture, qu'un mot, finalement. ou la simple fait de dire bonjour, en fait, la bonne impression, elle se fait là. Et ben finalement, le site internet aujourd'hui, alors, c'est une des premières bonnes impressions, et après il y aura le contact. Bien sûr. Qui est, faut quand même pas oublier qu'après derrière faut assurer. c'est bien d'avoir un beau client, un beau site internet. Il faut aussi effectivement avoir quelque chose derrière et être solide sur ses appuis et savoir traiter les dossiers. Et Que ce soit cohérent, en fait. mais il faut que évidemment. mais c'est une question D'alignement, là, pour c'est le une coup. question d'alignement, c'est ça. Je pense que là, en 2 ou 3 mouvements, vous pouvez rassurer un client. Ça veut pas forcément dire qu'il va un prospect. Je ne parle plutôt pas de prospect, mais je pense qu'effectivement un site internet, pas clinquant, etc., mais qui est propre, clair, concis, précis, Et avec qui une reprend proposition aussi de les valeur. codes, enfin je le précise, mais de ta clientèle. Exactement. Ça permet, en fait, c'est la première poignée de main. De créer le lien, exactement. en fait. Et de dire, ok, il peut m'aider. Ouais. Il peut déjà m'aider. c'est la porte Potentiellement, je d'entrée. me sens rassuré. C'est ça. J'avais effectivement un de tes confrères qui est passé sur le podcast. Tu nous as dit, c'est comme si tu rentres chez un médecin, tu ouvres la porte, tu vois une salle d'attente un peu glauque. Tu dis, ok, je vais pas être très bien accompagné. Et c'est un peu, je trouve que le parallèle était facile, mais en tout cas, il est parlant. Et je trouve que quand, justement, on a comme canal d'acquisition autre que le réseau et le bouche-oreille, parce que tout le monde ne peut pas faire 100% de son chiffre uniquement via le réseau, surtout en certaines matières. Et effectivement, je prêche pour ma propre paroisse, mais c'est ton premier rendez-vous, en fait. Ton premier rendez-vous indirectement, il se fait déjà là. Et ça aide, et on le voit, à justement générer de la demande entrante, des appels téléphoniques incessants, ce qui est plutôt bon signe. Ouais. D'où l'intérêt de mettre aussi les bonnes barrières. Mais on le voit, c'est super rassurant en fait. Et comme tu l'as très bien dit, quelqu'un qui te contacte, quand on cherche un avocat, c'est qu'on est déjà dans une problématique dans 80% des cas, j'ai l'impression. Donc il faut effectivement se dire, ok, je suis au bon endroit et je ne vais pas comparer. J'ai besoin d'avoir une approche différenciante pour sortir du lot de ces 70 000 et quelques avocats qui sont déjà sur le territoire. Moi, je suis assez curieux aussi de savoir, de manière générale, qu'est-ce qui t'a convaincu, séduit dans nos approches, dans notre manière de travailler aussi, puisqu'on t'accompagne maintenant et sur différents sujets en plus depuis quelques mois. Je suis assez curieux qu'on puisse aussi partager ça à l'équipe. C'est toujours plaisant d'avoir un retour concret. Ceux qui m'ont contacté, donc c'est toi et Louis. Donc on a eu un premier échange en visio. On ne s'est pas déplacé à Lille, malheureusement. Ouais, mais vous êtes les bienvenus. C'est une très 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 belle ville. En fait, le premier échange qu'on a eu, et je vous connaissais un petit peu d'avant, malgré tout, encore une fois, au travers de votre communication sur les réseaux, votre site internet, etc., au travers aussi d'Anomia à l'époque. Bon, il y a un positionnement qui est extrêmement clair. Par voie de conséquence, dans les premières secondes, dans les premières minutes de nos échanges, en fait, vous comprenez notre langage, vous comprenez nos problématiques, ce qu'on veut, et donc vous allez, on va dire, d'autant plus vite, effectivement, à comprendre ce qu'on veut. Okay. En fait, il y a certaines étapes qui vont plus vite que si, effectivement, je parle avec une agence web classique qui a une clientèle qui est beaucoup plus large. Donc là, effectivement, on va plus vite et vous allez encore plus loin et vous êtes encore plus au fait, on va dire, de ce qui se fait dans notre corps de métier, d'une certaine manière. Donc ça, déjà, effectivement, ça rassure. Ça rassure et on comprend effectivement qu'on peut aller loin ensemble. Et puis ensuite, effectivement, de manière un peu plus subjective, on va dire, mais je trouvais effectivement que votre approche était intéressante, que ce que vous proposiez en termes de design, etc., était hyper intéressant. Votre positionnement était le bon. Donc voilà, c'est ça, moi, qui m'a attiré et qui a fait qu'effectivement, désormais, on travaille ensemble depuis quelques temps. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? C'est quoi ta vision du cabinet sur 2026, sur les prochaines années ? Alors, je pourrais vous répondre, continuer de développer la clientèle et continuer à avoir une belle croissance, mais ce serait un peu court de ma part. C'est surtout à bien structurer le cabinet. Que ce cabinet, effectivement, il puisse accueillir prochainement peut-être d'autres avocats qui m'accompagnent, c'est-à-dire peut-être d'autres avocats qu'on s'associe, ou alors des collaborateurs, que sais-je.
avocats. Là-dessus, je suis en réflexion effectivement sur la manière justement de structurer, de s'élargir un petit peu. Mais c'est de trouver effectivement un cabinet dans lequel effectivement moi je peux m'épanouir et qui, à terme, alors je ne connais pas la date de ce terme, mais à terme, ne dépend pas uniquement de ma présence et de ma capacité à répondre à des mails, etc. C'est que ça puisse effectivement être un cabinet qui a une organisation qui permet effectivement de tourner et avec les rôles répartis et dévolus à chacun pour pouvoir faire en sorte que effectivement désormais ce soit le cabinet qui tourne et non pas simplement moi-même et que tout le fondateur c'est ça. Parce que pourquoi? Je pense que c'est extrêmement rassurant pour les clients d'avoir toujours le même avocat. Simplement, moi aujourd'hui, donc j'ai 35 ans, j'ai une vie de famille. Moi, l'objectif, c'est aussi effectivement d'avoir un bon équilibre. Je veux pas que les dossiers et ce que je fais soient dépendants à 120% de ma seule personne. T'atteins un plafond de verre dans tous les cas. Oui, et puis on peut en parler un tout petit peu, mais on est dans une profession où quand vous lisez certains groupes d'échanges entre avocats, etc., on sent qu'effectivement, il y a... franchement, on peut le mettre quand même, le mot, il y a un mal-être. Pas chez tout le monde, heureusement, mais chez certains, il y a un vrai mal-être parce que effectivement, c'est un métier où on se donne à fond. C'est un métier où effectivement on a une délégation de charge mentale de la part de nos clients qui viennent et ils veulent nous refiler effectivement sous forme de petits colis leurs problématiques en disant maintenant que j'ai vu un avocat, tout va mieux se passer. Et c'est bien parce que c'est bien. C'est comme ça que le lien de confiance se fait. Et aussi, c'est notre rôle effectivement d'essayer de trouver des solutions, etc. Mais il faut bien se garder, je pense aussi, de cette position de sauveur. On peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas là pour... on n'est pas des magiciens non plus. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est que quand tout est trop dépendant de nous, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut plus s'arrêter. Et en fait, dans quelques années, on se retrouve effectivement avec une forme de pénibilité physique, mentale, effectivement, qui fait que nécessairement, on va décroître. Et surtout, il y a quelque chose dont je suis certain, et ça c'est un conseil que j'essaye de m'appliquer et que j'essaye un peu que je pourrais transmettre effectivement à ceux qui nous écoutent, et c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a que moi qui peux prendre soin de ma santé. Donc effectivement, c'est un métier où on peut à un moment donné être très vite tombé dans un tourbillon effectivement de dossiers, d'appels, etc. Il faut essayer toujours de faire le petit pas de côté pour se dire où j'en suis. Et pas tomber effectivement, parce que attention, ce tourbillon il peut aller très vite, très loin, très fort. Alors, et nous amener effectivement dans une situation effectivement d'une forme de mal-être, etc. Donc moi aujourd'hui je suis un peu comme tout le monde, je souhaite aussi avoir des soirées, je souhaite avoir aussi des week-ends. Parfois il faut travailler longtemps, etc. parce que les dossiers le nécessitent, mais je ne veux pas que ce soit ça 365 jours de l'année. Tu veux pas que systématiquement tu rentres tous les soirs à 22h du bureau et que les week-ends soient devant l'ordi. C'est un reproche que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, et donc c'est bien aussi d'être bien accompagné sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et voilà, après, encore une fois, ça, et je le dis, ça c'est ma vision, c'est un conseil que je peux donner. Néanmoins, si les personnes s'épanouissent vraiment tout à fait dans leur métier et qui veulent se donner à corps perdu là-dedans, pour moi, je ne suis personne effectivement pour juger, il n'y a aucun souci. Associé, fondateur de son propre cabinet. C'est exactement ça. Ça s'applique à tous. Simplement, il faut se poser, je pense, de manière assez régulière la question, mais là on transcende même la profession d'avocat, etc. Mais il faut juste se poser la question à chaque fois, est-ce que c'est OK ? Est-ce que ça va ? Est-ce que cet alignement-là me convient ? Est-ce que la part qui est dévolue au travail, etc. Et bon, mais je reviens sur notre profession, c'est que comme ce sont des professions où on s'engage véritablement et on se donne énormément, il faut faire attention aussi que tout ça ne dérape pas. Parce que je le constate, je connais personnellement des avocats et des avocates qui effectivement, à un moment donné, fendent un petit peu la robe et l'armure, et si vous discutez un peu avec eux, oui, il y a beaucoup de joie, parce que c'est aussi notre métier. Ce sont beaucoup de petites joies quand effectivement il y a un dossier qui aboutit, qu'on nous remercie. Évidemment que c'est très gratifiant. Mais mon Dieu, que beaucoup de petites peines aussi quand effectivement un dossier est rejeté alors que bon, franchement, on y croyait, etc. Parce que ça arrive aussi. Il faut juste avoir conscience que
on est parti pour 45 ans de carrière et qu'il va falloir accepter effectivement Que- ces petits sauts, Ça etc. fait partie des règles du jeu. Ça fait partie des règles du jeu et essayer de trouver effectivement le fait d'accepter la défaite comme la victoire, les joies comme les peines, etc. Parce que effectivement, si on est dépendant tout à fait de son téléphone qui sonne et si on est dépendant émotionnellement effectivement de ce qu'on nous renvoie et de ce que les clients peuvent nous remercier, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est comme partout, on va dire. Ça peut être émotionnellement très dur, je pense, en termes de charge émotionnelle dans une carrière, effectivement. Et cette profession-là, je trouve tout particulièrement. Peut-être que je me trompe, mais je pense effectivement que ce niveau d'engagement fait que voilà, ça peut être compliqué. C'est vrai que vous êtes souvent le psy de vos clients. En complément, j'ai l'impression, où ils déchargent un peu tout ça. Vous le prenez et en plus, vous devez garder cette charge-là pour en faire justement quelque chose. Donc, Je pense qu'il faut bien se garder d'être le psy de son client, mais parfois on est le récipiendaire Ouais. tout des émotions, des colères, des joies, des pleurs, et des difficultés de son client. Et en fait, là encore, moi j'estime que la qualité d'un avocat, c'est d'abord la qualité d'écoute plus que la qualité de l'oralité. L'avocat est un baveux, on le représente souvent en train de plaider. Moi, je pense qu'effectivement, avant de plaider, il faut avoir une qualité effectivement d'écoute et de compréhension, d'écoute et de compréhension. très profonde. Voilà. Mais tout en mettant, et pour revenir sur le sujet dont on parlait, tout en mettant une certaine forme de barrière aussi pour pas se laisser non plus trop prendre submerger, etc. Moi, c'est mon sujet du moment, c'est vraiment ça. Tu l'as déjà ressenti, ça? Oui. Ouais. Tu as mis des choses en place ou ça s'est fait naturellement avec cette prise de recul Deux choses. Déjà, comme je l'ai dit, sur les appels téléphoniques, mais un standard, quand même, ça m'aide, parce que cette impression de submersion, elle était diverses et variées. C'est-à-dire que c'est sur des soixantaine, 70 mails dans la journée, plus des appels, etc. Alors, c'est bien, on peut se dire, ça marche, ça fonctionne. Mais à un moment donné, il y a aussi la phase pile, on va dire, de cette c'est pas une réussite, mais du fait que l'activité fonctionne. Et effectivement, à un moment donné, oui, on peut être submergé. Mais ça c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire que personne ne vient vous prévenir que ça va vous arriver. C'est juste un matin ou en plein après-midi, on va se dire, en fait, j'en suis là. Et en fait, ça fait déjà quelques semaines. C'est déjà presque un peu de retard. Ouais. Et on sent la fatigue. Les mois d'hiver jouent aussi, etc. Quand on commence à être à 19h avec la nuque un peu raide, etc., et qu'on commence à être fatigué, un peu parfois agacé aussi, ce sont des signes. Ce sont des signaux faibles, effectivement. Et là-dessus, moi, en tout cas, cet épisode aujourd'hui, il prend place dans ce moment de ma réflexion sur ma manière de travailler. Il n'est pas tant sur ma manière de traiter les dossiers que véritablement structurer et effectivement essayer d'avoir un équilibre pour effectivement rester aussi en forme et avoir une forme de clarté mentale. Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, la submersion d'informations, en plus dans nos vies actuelles aujourd'hui, on est submergé et d'informations, et de mails, et d'appels, et de plein de choses à faire, etc., d'administratifs à faire, etc., qu'à un moment donné, bien évidemment qu'on peut parler parfois de burn-out, ou sans parler de burn-out, parce que là c'est vraiment une pathologie particulière, etc., mais d'épuisement physique, mental, professionnel, etc. Moi, je veux dire, aujourd'hui dans cette profession, effectivement, ça c'est un sujet majeur, et ça concerne des indépendants, des associés de très grands cabinets partout, et de collaborateurs aussi qui sont aussi submergés de mails, d'appels et de dossiers, etc. Alors moi, je ne vais pas te dire voilà ce qu'il faut faire, et donc je me présente prochainement au barreau, etc. C'est pas du tout mon cas, mais effectivement, je pense qu'à minima, il faut avoir quand même une réflexion là-dessus. Parce que épuiser le capital humain, c'est jamais une solution. C'est la ressource principale quand on a justement un travail qui se base sur l'intellect. Donc il faut préserver sa ressource. Exactement. Et en même temps, si d'autres professions nous regardent, un plombier, un électricien va nous dire moi aussi, il faut que je fasse attention à mon dos. Mais l'électricien, le plombier, parce que c'est une douleur physique, donc c'est peut-être encore plus palpable, mais il en a conscience. Nous, les avocats, il faut qu'on ait conscience aussi qu'il faut essayer de se préserver. Attention, là, moi, aujourd'hui, je n'en suis qu'au constat. Personnellement, j'essaie de mettre des choses en place, mais là, c'est très facile pour moi de dire ça. Et dans le constat, même si je pense bien aussi d'en avoir conscience, néanmoins, je pense qu'à minima, il faut avoir aussi une réflexion là-dessus.
Encore une fois, c'est facile de le lire. Après, il faut passer à l'action. Mais je pense que toute notre profession, je pense, gagnerait à prendre un petit temps là-dessus. Et d'ailleurs, c'est déjà fait. Je vois passer effectivement des colloques ou des propositions de formation, etc. Et je pense que tout avocat doit, à un moment donné, s'en saisir de ça. C'est important. Prendre le recul. Ouais, c'est important parce que je crois que comme tout le monde, à 35, 40, 45 ans, à un moment donné, on peut à un moment donné se retourner et dire « Ah, j'ai peut-être passé trop de temps à ça, je suis épuisé, j'en peux plus. Et il me reste encore 20 ans. » Ça reste une course de fond. Ça reste une course de fond et c'est triste peut-être de se dire ça aussi. Moi, j'ai eu beaucoup d'avocats autour de moi quand je discute avec eux. Parler à 40, 45 ans de la retraite, c'est un sujet. On le sait, aujourd'hui, on le voit que la retraite est un sujet. Mais c'est peut-être un peu dommage de penser à ça et de dire allez, encore 20 ans. Ça, moi, c'est ce que je pas ta vision. C'est ce que j'aimerais éviter. C'est ce que j'aimerais éviter. Et me dire allez, me laisser encore porter par ce qui a fait le tout début quand je me suis mis à mon compte, de projets, de choses à mettre en place sur le site, en termes de communication, en termes de recherche de clientèle, etc. S'il n'y a plus ça et que je me dis, voilà, désormais je suis submergé par l'administratif, les appels, les mails, etc. et je n'ai pas un tout petit temps dans la semaine, parce que c'est juste ça qui peut remettre un petit peu d'huile dans le moteur, etc. Un tout petit temps dans la semaine pour dire, tiens, et si j'appelais Romain ? J'ai une idée, il faut qu'on bosse dessus, etc. Ou tiens, si je passais ce fameux appel où j'allais voir ce confrère, où j'allais voir ce client, etc. et sortir un peu du cabinet, etc. Il y a des semaines où je ne l'ai pas fait, j'ai identifié le fait que c'est ça qui me manquait. C'est vraiment ça qui me manquait. Et ma soupape de décompression, c'est évidemment de faire du sport, c'est évidemment de passer du temps avec les amis, la famille, etc. Voilà, la balade avec le chien le soir, elle est salvatrice, elle est très importante, même sous la pluie. Mais aussi dans le quotidien professionnel, c'est d'avoir ce déjeuner, un déjeuner. Vous voyez, là tout à l'heure, je vais aller déjeuner avec une consoeur. Je sors de 2 semaines où j'ai donné énormément de formations, etc. Je sais d'ores et déjà, c'est un moment de break. Ça va me faire un bien fou. Et pourtant, je pense qu'on va parler évidemment de nos enfants respectifs, etc. Mais on va aussi parler de boulot. Mais à chaque fois, de nos conversations, il en sort toujours un petit quelque chose parce qu'on se conforte parfois dans des constats, mais aussi il y a des idées. En plus, c'est une consoeur qui est super, quelqu'un de tout à fait solaire, qui a toujours plein de projets, plein de machins, etc. Donc la voir, c'est toujours un plaisir. Et ça, c'est important. Ça, c'est un petit message à faire passer aussi, c'est de prendre rendez-vous avec voilà, une agence comme ici, etc. Discuter de projets. Donc là, on est vraiment dans le professionnel, mais aussi il faut le faire, ce déjeuner avec le confrère. Il faut le faire, ce déjeuner avec le client qui est super sympa, avec qui vous avez vraiment, etc. Prendre ces 15 minutes finalement. Prendre ce café, etc. Parce que, ça fait du bien. Il faut être sympa avec soi-même de temps en temps. Le boulot, c'est suffisamment compliqué. Il faut être gentil. Il faut se ménager aussi. Il faut se préserver aussi. Et en plus de ça, pour être alors là, plus concret, c'est que ça peut être aussi une opportunité. Ah, bien sûr. Moi, j'ai eu au tout début, quand j'avais vraiment un peu plus de temps, j'avais des chefs d'entreprise qui m'ont appelé, qui répondaient souvent des marchés publics, parce qu'il s'avère que ma clientèle est, je trouve, assez bien répartie, mais elle est quand même un peu plus sur les entreprises. Et je me déplaçais chez eux. Je les faisais pas venir au cabinet. Directement. Ouais, et ça me faisait du bien. Je pense que même pour eux, ça leur permettait peut-être de gagner. Ils m'ont fait visiter l'entrepôt. Là, j'ai une entreprise qui faisait c'est marrant, ils répondent à tous les marchés publics, vous savez, pour faire des stations nautiques sur les lacs, etc. Et partout en France. J'ai visité, etc. On a regardé ensemble, en fait, et j'ai en plus, par voie de conséquence, j'ai vachement bien compris effectivement ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, ce que ça impliquait pour eux, l'organisation de leur boîte, etc. Et quelques semaines plus tard, effectivement, on a vraiment commencé à bosser sur des sujets. Et là, j'ai vu la différence. Parce qu'effectivement, oui. Tu t'es imprégné de la réalité de ces boîtes-là. Il me parle d'un sujet, effectivement, il me parle de plein de sujets. Parce que sur les contrats, effectivement, la vie d'un contrat, c'est semé d'embûches, etc. En plus, j'identifie tout de suite qui, chez lui, pouvait répondre à ce sujet. J'étais même force de proposition, de dire je peux peut-être voir avec un tel, monsieur que vous m'avez présenté. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui s'en occupe. Et sur ces dossiers-là, on propose ça, etc. Vous pensez que sur ce dossier-là, est-ce qu'on peut faire une offre ? Donc parfois, moi, j'analyse l'appel d'offres pour voir si effectivement il y a des possibilités, quelles sont les embûches aussi, etc. Et donc, en fait, comme je connais bien désormais leurs produits, etc., je leur dis vous avez vu là, il me semble qu'ils exigent effectivement un produit de telle taille qui fait ça, etc. Je suis pas sûr que effectivement vous l'aviez, etc. Oui, mais on comptait proposer ça. Ouais, mais attention, si vous proposez ça,
Si vous tombez sur un acheteur un peu tatillon, hop, ils peuvent vous mettre de côté parce que ça correspond pas à ça, etc. Bah, voilà. Et là, la relation client-avocat, c'est bon, elle est bâtie. Ouais. Après, il faut la préserver, il faut la choyer. Mais tu as quand même réussi à faire je ne vais pas en dire le plus dur, mais tu as réussi à capter cette confiance. Évidemment, parce que c'est tellement, je pense, agréable. Et nous, on le vit. Mais toi, moi, tout le monde, on le vit au quotidien. Quand on a un prestataire de service qui nous comprend et qui essaye d'aller un peu plus au fond des choses pour nous accompagner, pour nous proposer la bonne solution, le bon produit ou le bon service, etc. Quand on l'a trouvé, en général, on n'a pas envie de prendre du temps, de se dire, allez, je vais aller voir, je vais encore en faire 3, 4, 5 à côté pour essayer d'aller voir la concurrence. C'est jamais mauvais d'aller voir un petit peu. Mais au moins, s'il le fait, je mets pas ma main à couper, mais je suis pas sûr effectivement qu'il trouvera ce même niveau d'engagement, etc. Et ça aussi, j'aimerais bien le garder et avoir gardé le temps de pouvoir faire ça. Parce que j'aime ça et parce que je vois qu'en plus, ça permet de créer des relations sur le long terme, pas des one-shots. Après, ils ont beaucoup plus facilement le réflexe de vous appeler et vous devenez en fait, ça peut être un partenaire. Voilà. C'est vraiment un partenaire de la boîte. Et ça, quand vous l'avez compris, quand vous avez réussi à le faire, franchement, je pense que là, on est sur la bonne voie. Bon, parfait. Erwan, c'était un plaisir de te recevoir. Pareil. À très vite. À très vite, à bientôt.